Alors, bienvenue dans les interviews de Cécile. Aujourd'hui, j'ai invité Emmanuel, dite M de la structure Émanescence. Je l'ai bien dit, Emmanuel. Oui. Bonjour à toi, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Et donc en fait, vous savez que dans les interviews de Cécile, on aime bien choisir des sujets inspirants, souvent pour les femmes, j'avoue, pour venir vous apporter des pépites, mais aussi du doux soutien quand dans la vie c'est moins facile. Donc cette interview, son titre, c'est de l'effondrement à la Renaissance, et on va tout de suite voir avec Emmanuel de quoi ça parle. Donc, M, quand on parle d'effondrement, donc il va falloir de l'effondrement à la Renaissance, il va falloir justement nous évoquer pour toi quel a été cet effondrement dans ta vie, avec tes mots, avec ce que tu as envie de nous dire, voilà, quand c'était, les circonstances. Voilà, la parole est à toi. Merci, merci. Je suis ravie d'être là. Déjà, je voulais te dire un grand, 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 grand merci. C'est tellement chouette et ça me met plein de joie dans le cœur. Vraiment, merci beaucoup à toi. L'effondrement, pour ma part, il a été multiple. Ça s'est passé en deux épisodes, enfin non, en quatre épisodes dans ma vie en globalité. Parce que j'ai fait une grosse rétrospective. Je travaille sur un livre que j'ai très à cœur d'écrire, qui a du mal à émerger parce que ça me confronte, mais qui est en cours d'accouchement, intérieur en tout cas, avant de se coucher totalement sur le papier. Le premier déclic a été le divorce de mes parents qui a créé une fracture à l'intérieur de moi très très intense, très très puissante et totalement inconsciente. J'en avais zéro, 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 zéro conscience. J'étais même persuadée que le divorce de mes parents était un cadeau parce qu'ils sont tellement différents, ils ont tellement rien à voir l'un avec l'autre que pour moi c'était un cadeau, enfin, ou c'était neutre plutôt. Il y a quelque chose qui était assez coupé en moi, donc qui me faisait croire que c'était neutre. Et ensuite, plus grande, j'ai voulu avoir un bébé et j'ai fait un gros processus PMA, ce qu'on appelle, tu sais, pour accompagner à tomber enceinte. Et en fait, les traitements hormonaux ont déclenché chez moi des choses complètement imprévues. On fait vriller mon corps, mais pas que mon corps, ma psyché. Et j'ai été confrontée à rencontrer mes grands abysses intérieurs. En l'espace de 4 mois, beaucoup de choses se sont effondrées à l'intérieur de moi. La vie m'a donné un accident de travail qui m'a permis de rencontrer la douleur, qui a appuyé sur mon corps, qui m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Mhm. Et très clairement, ça a été la cascade, ça a été le début du corps, puis de la psyché, puis de l'abysse intérieur en lien avec le corps. Enfin, il y a un peu tout ça qui s'est entremêlé. Et ça s'est manifesté par une forme de dépression, de burn-out monumental. Dans un premier temps, j'ai fait un déni, j'ai repris un peu mes études, tout ça, moi, j'ai fait un déni. Et puis ensuite, comme j'avais pas compris, tout ce que tu ne travailles pas te revient sur la forme du destin, dit très très bien Jung. Eh bien, je pense que je peux dire que je sais ce que ça veut dire. Et en fait, 6 ans après, ça s'est représenté à moi. Je suis retournée en entreprise, dans une grande structure, pensant que les PME, c'était pas des meilleures expériences. Et en fait, je me rends compte que carrément pas. C'était une très belle expérience d'être dans des PME et d'être en numéro parmi les numéros. J'ai perdu sens non seulement davantage, mais mon corps ne comprenait pas la pression qu'on lui mettait extrême du résultat. Voilà. Donc j'ai fait derrière, alors il y avait cet environnement pro dans la deuxième étape, puis mon environnement perso où j'étais avec un homme euh, qui allait mal, qui ne le savait pas, qui ne me le partageait pas et qui ne comprenait pas pourquoi je reprenais une activité pro, alors que pour lui, être ensemble, c'était très important. Pour moi aussi, hein, je l'ai aimé très très fort, extrêmement trop fort d'ailleurs. Euh, Ça a fini par être une relation assez toxique. Donc du coup, je me suis effondrée à travers le poste, la structure qui était trop écrasante, mon divorce et cet homme qui était rentré dans ma vie que j'aimais éperdument, mais qui
voilà, on n'arrivait pas à savoir comment dialoguer et ça m'a effondrée. Ok. Donc, on entend bien sur ton chemin. Quand tu as parlé du divorce de tes parents, c'était vers quel âge? J'avais 4 ans. D'accord, 4 ans. Et ensuite, on voit que dans ton chemin, il y a eu plusieurs épisodes où des choses s'effondraient en toi pour arriver. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait, c'est le cumul de ces choses, où chaque chose avait envie de déjà te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément entendu, et du coup, la vie te remet. Est-ce que tout est relié à ce même effondrement où la vie voulait Alors, t'emmener en fait? elle est très puissante ta question parce que j'ai oublié une étape importante, c'est que quand je suis née, je devais être un garçon et mon père n'a pas supporté que je sois une fille. Mais je ne le savais pas. Je l'ai compris quand j'ai commencé une thérapie dans l'invisible, où j'ai eu des personnes qui m'ont confié des choses et jusqu'au jour où il était chez moi, on en a discuté. Je lui ai dit, mais en fait, tu voulais un garçon? Et en fait, il m'a dit, bah, oui, je l'avais jamais formulé, mais oui. Et donc, je me suis construite sur un personnage. J'ai inventé un archétype personnage de la working girl, de la nana qui doit gérer, qui va toujours bien, qui a toujours des solutions à tout parce que, bah, c'était un peu les attentes parentales. Et ensuite, c'est aussi ce que je me suis accaparé de leurs attentes et que j'ai construit de moi au fur et à mesure du temps. Donc, il y a des deux, en fait, à ce que tu dis. En effet, il y a eu des étapes. euh, Petite, on peut dire que c'est des étapes qui ont été là pour me connecter à des choses, et plus grandes pour aller rencontrer ces choses qui avaient été vécues petites et en faire quelque chose. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, j'ai eu des gros problèmes relationnels quand j'étais enfin pas toute petite, mais adolescente en pension. Là aussi, ça a été ça aussi une étape énorme. À 12 ans, je suis partie en pension. Je me suis retrouvée toute seule, abandon, rejet. Enfin, tout ça, j'avais vraiment pas compris. Je l'ai compris que beaucoup plus tard. Euh, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu mon fil. 12 ans. Oui, que en fait, très clairement, chaque étape était une information pour que jusqu'à mes 35-40 ans, le dernier processus qui a été très très fort, qui était ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, ça me disait, tu n'es pas à l'endroit où tu dois être. Enfant, tu as compris, ouais, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Enfant, tu as compris que tu avais des capacités à comprendre, à sentir les zones d'ombre, les zones de déni, les, les, euh, les espaces qui sont inavoués, ce qu'on appelle les œillères de certaines personnes. Sauf que c'est bien beau de l'avoir pour l'extérieur. Mais toi, tu l'as rencontré? Hmm. Et en fait, je l'avais rencontré, oui, je l'avais rencontré dans le mental. J'étais très, très forte. Je suivais des psys depuis 18 ans. Je l'avais rencontré un petit peu dans le corps parce que j'avais coupé, mais je ne l'avais pas intégré en traversant très intensément et très profondément et même très violemment mes zones d'ombre les plus inavouables. Voilà. Et c'est vraiment exactement ça, c'est l'interface, enfin, c'est même la reliance entre ces deux épiphénomènes qui ont été l'aboutissement de tout ce parcours, quoi. Ouais. Je vois que dans ton partage, tu relis le personnel et le professionnel, comme si tous ces domaines de vie étaient venus pour justement te révéler des choses sur toi. On sent qu'il y a une déconstruction des personnages, tu l'as très bien dit. Est-ce qu'il y a une sorte de forme de crescendo ou, d'effondrement en effondrement, tu as vécu les choses, parce que tu as parlé, le dernier mot que tu as utilisé, c'était la violence même. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un crescendo au niveau de l'intensité de cet effondrement? Très clairement. Il y a eu un crescendo tant que j'avais pas rencontré mes traumas. Mhm. C'est-à-dire que plus je trouvais le moyen par X solution euh, de ne pas aller voir ce qu'il y avait besoin d'aller voir, de ne pas aller rencontrer cette petite fille humiliée, rejetée dans l'injustice, dans l'incompréhension, qui se sentait pas aimée, qui se sentait pas vue, pas reconnue, pas comprise, à certains endroits, hein, pas tous les endroits de moi, mais il y en avait quand même beaucoup, parce que la pension a cristallisé des choses très fortes et de mon père et de ma mère. Donc en fait, comme c'est dans ma vision et mon apprentissage
la mère qui porte l'amour, le père la reconnaissance, ben, quand les deux s'effondrent, ben, quand tu n'as pas la reconnaissance et que tu n'as pas l'amour, pour te construire, il n'y a pas grand-chose comme pilier, quoi. Donc, ouais, carrément, carrément, c'est exactement ça, ouais. Au niveau des bases et de la construction d'une identité, comme si tu n'avais pas eu ces bases de soutien, d'amour et de reconnaissance, et que quelque chose en toi, bah, pour te protéger et te donner la force de continuer à vivre, finalement, t'as fait mettre en place des personnages. Tu parlais de la Working Girl, j'imagine qu'il y en a eu d'autres pour continuer à vivre, et que la structure, la base, c'était une structure que tu as en fait enfin, une structure corporelle, finalement, presque. Comment tu définirais ça, toi? Oui, je ferai le parallèle avec les archétypes. Mhm, mhm. En fait, il y a eu le personnage de la Working Girl. Après, il y a eu le personnage de la victime. Alors là, j'ai bien nagé dedans. Euh, j'étais bien dans cet élément de la victime. C'était Mais c'est tellement plus facile là, d'être la victime, c'est tellement... tellement, tellement, tellement. Ensuite, je suis passée dans l'espace de la femme féminin sacré. Alors là, dans quelque chose de très caricaturé. Ensuite, je suis passée dans la thérapeute parfaite. Et ah oui, j'ai eu la bonne femme la bonne petite femme de maison aussi, ouais, ouais, avec les petits plats, tout doit être au carré, la pression tout le temps. Ben, c'est là où j'ai explosé, hein, un petit peu après. Ouais, je crois que j'ai fait pas mal d'archétypes. C'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, j'arrive à un endroit où voilà, c'est un autre passage. Oui. Et ce qui est vraiment intéressant dans ton partage, c'est que on sent bien que tu reconnais cette part de victime, et même tous les autres archétypes dont tu nous as parlé. Mais finalement, comment on en prend conscience? Parce que c'est vrai que comment tu en as pris conscience, toi? Parce qu'il y en a qui sont dans ce rôle de victime, et tu auras beau leur dire, oui, mais là, il faut prendre conscience tu es responsable enfin, tu es responsable, c'est un peu dur, mais la victime, elle a la responsabilité du processus. Comment t'en as pris conscience que tu étais dans un archétype de la victime ou même des autres? C'est ça Elle est qui... très forte. Ouais, ouais, complètement. Et elle est très forte, ta question, parce que dans un premier temps, comme je n'étais pas assez aimée, pas assez vue, c'était vraiment la petite fille blessée qui était dans cette posture-là. Et la difficulté, c'est que quand tu rentres dans la thérapie, puisque moi, il y a 10 ans, donc je suis rentrée vraiment intensément dans la thérapie, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Euh, Mhm. Au début, c'était le coaching, puis ensuite la thérapie, parce que j'ai senti qu'il y avait un décalage avec le coaching qui était pour moi trop mental, enfin pas assez suffisamment thérapeutique. Et du coup, dans un premier temps, ça a accentué la problématique, c'est-à-dire que ça m'a plongée dans le déni supplémentaire. Mhm. C'est-à-dire que je suis devenue coach et là, j'avais plus le droit d'aller mal parce qu'il fallait montrer l'exemple. Mhm. Sauf que c'est totalement ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Je me suis piégée dans mes propres, en analyse transactionnelle, on appelle ça la posture parent. Je dis n'importe quoi, c'est pas en analyse transactionnelle, je dis n'importe quoi. Ça va bien se passer dans les états du moi plutôt. Oui. Et là, j'étais vraiment dans une phase où il a fallu que je comprenne que je n'étais pas coupable, Mhm. que c'était là en moi, que cette culpabilité ne faisait qu'accentuer les choses, Ok. et très clairement que plus je me sentais coupable, plus je devenais dans l'incapacité à faire. Et c'est grâce aux outils et au fur et à mesure aux curseurs qui sont montés, des différents outils qui m'ont permis d'augmenter quelque chose de l'ordre de une petite sécurité intérieure, parce qu'en fait j'avais zéro sécurité intérieure, que petit à petit j'ai pu m'appuyer sur un peu plus chaque ressource et aller voir, rencontrer des thérapeutes des fois confrontants, d'autres moins confrontants, qui ont pu m'aider à dénouer, à tirer une ficelle de la pelote et à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mhm. Ou à travers des archétypes, ou à travers des traumas. Qu'est-ce qui était derrière l'archétype? Ben, c'était forcément un trauma ou un état de moi que je n'avais pas entendu, pas vu, pas compris, pas pris en considération, pas accueilli surtout. Euh,
Ouais, c'est vraiment des étapes. Il y a eu des effondrements aussi au milieu. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas tout à fait dit, c'est que ce qui me caractérisait depuis toujours, c'était le vide intérieur. Hmm. Je me sentais en abysse intérieur. Et justement, pour rebondir là-dessus, ce qui me vient, donc on a très bien compris ton enfance et ce qui pourrait en fait parler de ce vide intérieur. Mais pour aller encore plus loin, je ne sais pas dans ta profession si on parle de ça, moi ce qui est venu là à l'instant, c'est que est-ce que enfin, ton âme a choisi les bons parents pour aller voir ce vide intérieur qui existait peut-être déjà avant. Est-ce que c'était pas le sac à dos? Tu es venu sur Terre avec un sac à dos et il y avait déjà ça et que tu as choisi ces parents-là. Parce que souvent on dit coupable, responsable mais pas coupable. C'est pareil pour nos parents. Donc en fait, c'est une âme qui choisit, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette vérité qui est ma philosophie, qui choisit ses parents pour aller justement venir travailler quelque chose qui est déjà presque originel en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non seulement je suis d'accord, mais je vais faire une petite parenthèse rigolote. Enfin, rigolote. Pas si on peut dire rigolote, mais moi, ça m'aide et ça me rassure par rapport à mon fils. Parce que quand je suis insupportable, je me dis, bon, il m'a choisi. Il m'a choisi. J'essaie de me rassurer avec ça. Genre, bon, il m'a choisi, c'est pas par hasard. Mais putain, des fois, tu déconnes quand même, hein. Ouais. Voilà. Bon, bref, voilà, c'était l'anecdote rigolote. Mais oui, mais évidemment, enfin, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux faire du coup un plongeon à l'intérieur de ta proposition, c'est vraiment que euh, à travers tout ce que j'ai parcouru, j'ai compris un truc très fort, c'est que mon père et ma mère ont des polarités inversées. C'est-à-dire que mon père avait un comportement très créatif, insouciant, chef d'entreprise, mais incapable de gérer l'entreprise, tout à fait verso. Ma mère, carré, tout est prévu, tout est anticipé, tout est cloisonné. Et en fait, je ne l'avais pas vu. J'avais compris qu'il y avait des sujets avec chacun. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était le sujet de mon père, donc le lien à l'homme. Alors, c'est le cas, hein, Mhm. mais je l'avais tellement vu gros du sujet de mon père, c'était tellement énorme notre truc à tous les deux, notre gros paquet cadeau, qui était un cadeau en fait, hein. Évidemment, et je l'aime et je l'embrasse et il est avec moi tout le temps, tu vois, il est juste là à côté parce il est plus là et en fait, il a jamais été aussi là que depuis qu'il est plus là. Donc voilà, il est avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais très clairement, au début, je croyais que c'était la problématique de mon lien à mon père. Là où en fait derrière j'ai compris, oui, qu'il y avait des gros sujets avec mon père, de non-expression de certaines choses, de cadres non posés, de difficultés dans l'autorité pour lui et du coup avoir un cadre clair, enfin toutes ces choses-là du masculin. Mais que derrière en fait j'avais une mère tellement aimante, très sacrificielle, qui en fait me faisait reposer sur mes épaules quelque chose de l'ordre de je dois quelque chose de l'ordre de il faut en permanence, on est sur la même résonance, mais au-delà de ça, il y a eu quelque chose de l'ordre de la dissociation Mhm. à travers notre relation, parce qu'en fait, entre le message que j'avais besoin de recevoir, qui a été de l'amour, Mhm. et la dureté à certains endroits, parce que ma mère est une femme extrêmement aimante, c'est Mhm. une femme extraordinaire qui a toujours aidé, qui est une soignante. Mais en tout cas, dans ce que moi j'avais besoin de recevoir, et je lui dis des fois, hein, j'ai un rapport très très transparent et très entier avec ma mère, il y avait quelque chose de, ouais, de dissonant en fait. C'est-à-dire que entre mon besoin de recevoir de l'amour et par moments mon besoin de clarté sur certaines choses, ben, elle, comme son histoire faisait que c'était pas possible, ben, elle n'y arrivait pas. C'est ça, c'est que j'allais rebondir là-dessus, vraiment, que nos parents ont leurs propres histoires et ils font du mieux qu'ils peuvent avec bah, leur intelligence du moment, leur conscience du moment, ce qu'on leur a donné aussi. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Tu parlais un peu de cadeaux.
qui serait M, en fait, si elle n'avait pas vécu tout ça, tous ces différents effondrements, même si on va pas rentrer dans tous les effondrements, parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, on pourrait faire peut-être une interview sur chaque effondrement et d'aller peut-être plus précisément. Là, on va rester quand même en globalité pour pas que la vidéo soit trop longue. Et qui serait M si elle n'avait pas vécu tout ça, si elle avait vécu l'amour parfait, enfin, même si la perfection n'existe pas, mais si elle avait reçu toutes ces bases d'amour qu'elle avait eu besoin. Alors, sincèrement, j'en ai strictement aucune idée. Déjà, j'aimerais remercier mes parents d'être qui ils sont et mon âme de les avoir choisis. Parce que même si ça me challenge certaines fois, à certains moments encore, hein, je suis un être humain, j'ai plus l'abysse, grand Dieu fasse. J'ai d'autres formes d'oignons, de couches d'oignons, mais j'ai plus cet abysse, ce néant intérieur, cet effondrement intérieur. Je pense que je serais devenue un peu une bimbo. Euh, je serais devenue un peu pas une bimbo au sens vestimentaire, mais une bimbo un peu égocentrée. Parce que- Superficielle, déconnectée du cœur ou... ouais, totalement. Ok. Je pense que j'aurais été une nana euh, ouais, assez superficielle. Plus jeune, j'ai plutôt eu tendance, même si j'ai toujours eu une appétence très forte, très intense et très fine, parce que non seulement c'est mon appétence, mais c'est mon don. Dans le lien, voilà, ça fait partie des choses que j'adore et qui sont tellement importantes pour moi. Mais au-delà de ça, j'avais tendance à être superficielle. Hmm. Ouais. Et maintenant, je sais que j'aime le beau et la profondeur, et que les deux peuvent coexister. Mais il y avait une recherche de beau, mais aussi de beaucoup d'extériorisation, bah, pour compenser ce qui n'était pas plein à l'intérieur, hein, évidemment. C'est ça. Et du coup, grâce à tout ce que tu as vécu, tous ces différents effondrements dans ta vie, qui es-tu devenue, M? Waouh! Quelle question magique! Qui je suis devenue. Waouh, j'ai l'émotion qui monte. Je suis devenue une femme hyper sensible qui avait trouvé tous les stratagèmes pour pas le montrer avant. Je suis devenue quelqu'un qui a une sensorialité, ça va avec, hein, une hyperesthésie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je sens tout fois 15 fois 10. Euh, voilà, c'est très fort, autant de la sensation de ce qui est dans une pièce, dans un environnement, que de ce qui est de l'ordre du toucher, de toutes les cinq sens. Je suis devenue une femme riche à l'intérieur, de moi à moi et de moi comment je me nourris et comment je peux aujourd'hui nourrir les autres. J'arrive à le dire aujourd'hui sans m'effondrer et en pouvant le nommer, tu vois, c'est assez nouveau pour moi parce que je pense qu'avant, j'arrivais pas. Mhm. Je suis devenue une femme aimante, sachant nommer. Je vois bien qu'il y a un enjeu encore amoureux avec cette expérience qui a été très très profonde parce que cet homme a marqué ma vie. Waouh! Mhm. Euh, qu'il y a des endroits de cette relation que j'ai dans ma peau et dans mes cellules jusqu'à la fin de mes jours, dans le meilleur comme dans le plus chaud, que je l'ai aimé comme je pensais même pas qu'il était possible d'aimer, et que quelque part, il y a encore besoin de temps pour à la fois laisser partir l'illusion et les choses qui ont été lourdes, et comment ça reste voilà, quelque chose de l'ordre du passé. Et ça vient pas fantomiser les relations d'aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que si je devais me définir, c'est que je suis devenue une femme consciente. Ok. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, quand on ose plonger dans nos abysses, c'est là qu'on découvre nos plus gros, nos plus beaux trésors. Comment tu vois la chose? Vraiment, c'est vraiment le plan en or, quoi. C'est...
Et pour les femmes justement qui auraient du mal à comprendre ça, parce que plonger dans les abysses, aller voir nos profondeurs, le chagrin, la tristesse ou tout ce néant qu'il peut avoir parfois, comment tu pourrais leur faire émerger enfin, comment montrer cette transformation du noir, enfin même du plomb en or ou du noir en quelque chose de plus lumineux? Comment tu Alors déjà, c'est la première étape pour moi, c'est d'accepter. l'accepter? Euh, Accepter que c'est ça et que c'est comme ça. Je crois que c'est vraiment la première phase. Et derrière, se suit très, très rapidement. Ne restez pas seul. Mhm. Faites-vous Euh, accompagner. Faites-vous accompagner un homme, une femme, un psy. Essayez de choisir quelque chose d'assez holistique parce que comme on est tête, cœur, corps, l'idée c'est que tête, cœur, corps soit accompagné. S'il n'y a que le corps, que la tête, après ça peut être des complémentarités de thérapie, d'accompagnement, enfin, bref, tout ça quoi. Mais très clairement, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Déjà, on est toujours relié à l'univers, à la matière, sans être perché, mais voilà, on est relié à plus grand que nous. Donc, vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous ça au quotidien. Ne restez pas seul dans cette étape à traverser. Faites-vous soutenir, accompagner, guider pour aller rencontrer ces espaces de vous. Et alors, pour le coup, pour ma part, ce que j'ai compris, et c'est ma volonté dans ma pratique, c'est vous n'êtes pas obligé d'y aller au marteau-piqueur et au burin, quoi. Ni à la au tractopelle, quoi. Ça Voilà. peut être fait avec beaucoup, beaucoup de douceur. Tu parles d'univers. C'est vrai que dans le milieu spirituel ou même développement perso, on dit que la vie conspire toujours pour notre bien-être. Donc cette phrase, des fois, est compliquée à entendre selon les moments qu'on traverse. Mais en fait, elle conspire à notre évolution, la vie, l'univers, le mot que vous voulez mettre. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ça? Quelle est la philosophie derrière pour toi? Et par rapport à ce que tu as traversé. Totalement, ça rejoint le cadeau pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la chose la plus confrontante à ma vie, ça a été cette relation. euh, Parce que ce qu'il était m'a envoyé aller chercher chaque endroit de moi que je ne voulais pas voir, la Oui. séduction, les espaces de non-dit, les endroits où j'étais moi-même en création du rejet, d'abandon, alors que je croyais que c'était toujours l'autre, mais c'était moi qui générais ça. Enfin, tous ces espaces un peu de, voilà, qui ont été aussi difficiles, je pense, pour lui, hein, ça n'est que ma traduction, hein, on n'en a jamais pu en discuter parce qu'on ne peut pas parler de ces choses-là, mais très clairement, je pense, l'ont mis dans l'inconfort parce que plus j'allais chercher en moi à nommer, plus je le déstabilisais dans quelque chose qui était innommable pour lui. Et ça le renvoyait à, ou peut-être son incompétence, à y aller. Mhm. Pardon, c'est très violent ce que je viens de dire, pas dans son incompétence, mais sa difficulté à y aller, sans peut-être une impossibilité, parce que la zone de trauma fait que s'il y a des protections, hein, on le sait très bien, se dissocier, c'est pas pour rien qu'on se dissocie. Et je connais pas mal le dissociation aussi. Très clairement, ouais, ça a été de rencontrer mes zones les plus sombres pour en faire mon plus beau cadeau. Mais Dieu sait que sur le moment, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, d'en crever ou de partir sur une île déserte pour faire un reset. Mais voilà. Ah ouais, selon toi, justement, quelle est cette différence? Comment ça se fait qu'il y en a qui vont comme toi, qui osent aller et qui ont presque compris qu'il fallait aller dedans pour justement ressortir le cadeau, et d'autres qui, c'est peut-être pas le moment ou ça sera peut-être pas pour cette vie, et d'autres qui n'osent pas y aller. C'est une sacrée question parce que ça peut toucher différentes choses. Ouais. Pour ma part, c'était pas négociable. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait, d'ailleurs, je peux le dire, hein, j'aurais pu m'acheter une maison avec ce budget, hein. Mhm. Mhm. Euh, Euh, D'ailleurs, j'ai perdu tous mes amis de mon ancien monde parce qu'ils n'ont jamais compris comment je pouvais être déterminée à aller là-dedans. Parce qu'eux-mêmes n'en ressentaient pas le besoin, n'en ressentaient pas la nécessité subtile, ça leur parlait pas. Après, pour ma part, comme c'est mon don, enfin, c'est ma mission, comment tu veux aider les gens si t'as pas fait le chemin? J'ai eu un jour cette conversation avec une amie que j'aimais beaucoup, qui a disparu du jour au lendemain de ma vie,
qui m'a dit, mais parce que toi, tu crois que pour être un bon coach, il faut avoir vécu des moments difficiles? Ah ben, évidemment. Et pour être un thérapeute, encore plus. Parce que si tu n'as pas Mhm. dans tes cellules traversé cet engrammage de la douleur, ou contacté plutôt, cette, cette façon que c'est, alors, on n'a pas toutes les palettes hein, de ce qui se passe de tout le monde, mais en tout cas, très clairement, si tu l'as pas vécu, pas transmuté, transformé, rencontré, accepté, comment tu veux aider les autres à le faire? Enfin, pour moi, c'est une évidence. Et c'est pour ça que ça a été d'une détermination, d'un courage et d'une non-négociabilité absolue. Ouais. C'est parce que tu dis que justement, ça faisait partie de ta mission. Est-ce que justement, on arrive à la fin de cette interview, tu as envie d'en dire plus par rapport à ton activité? Je sais que tu es guérisseuse et catalyseuse des blessures émotionnelles, justement parce que tu les as traversées, tu l'as très bien dit, on l'a même très bien ressenti dans tes cellules, dans toute cette énergie. On le sent bien que tu vis les choses, que c'est pas quelque chose qui reste de mental, c'est vraiment quelque chose qui a été infusé, digéré, transmuté depuis l'intérieur. Et ton activité, tu m'as dit que tu en avais écrit quelque chose, tu en as marqué bas les masques. Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus? Avec plaisir. Quand je me suis formée à la danse-thérapie, un jour, elle nous a fait faire, parce que c'était pendant le Covid, on était à distance, elle nous a fait faire la danse des masques. Ah, et là, j'ai compris le masque que j'avais porté une grosse partie de ma vie, qui était le masque de la femme active. Et c'est un vrai sujet, le masque, en fait, parce que on en porte tout le temps. On en a tous. Euh, la question, c'est quand est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'on peut jouer avec? Parce que tout vient de est-ce que c'est le chef d'orchestre, le masque? Si c'est lui le chef d'orchestre, c'est une catastrophe, c'est qu'il y a une identification et que c'est pas possible. Ça doit pas rester comme ça parce que c'est faussé et c'est une catastrophe. Donc, vraiment, ça crée des dissonances intérieures, des déséquilibres qui sont lourds de conséquences, hein, qui peuvent même créer des troubles de la dissociation. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont vraiment euh, lourdes de conséquences et qui ont des noms, hein, qui sont euh, des troubles. Donc, du coup, tu en as fait une activité, tu en as fait, qu'est-ce que tu proposes tu peux même aller maintenant jusqu'à dire qui tu es dans ton activité. Donc, tu es une thérapeute, c'est ce que j'en ai bien compris. Et qu'est-ce que tu proposes justement à ces personnes Alors moi, mon dada, c'est les femmes. Les Mhm. femmes qui ont entre 30 et 60 ans, qui ont envie de mettre de la conscience, qui ont peut-être déjà eu des expériences de thérapie, mais qui ont envie de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se passe en profondeur et de manière très significative pour elles, de manière fine et en perception subtile, avec des outils doux. Donc, comment je mets de la sérénité dans mon quotidien? Donc, ça se passe déjà à distance. Mhm. Là, je vais faire un démarrage d'un programme gratuit au mois de septembre pour faire connaître mon univers sur 7 jours. Mhm. Ensuite, il y aura 9 semaines et il y aura 9 mois qui seront d'autres étapes. Euh, mes médecines, c'est la médecine de la guérison reliée à Marie-Madeleine, qui est une énergie très forte, très puissante et très subtile. La médecine de l'eau. J'ai été initiée à cette médecine qui est aussi très forte, très subtile, très intense, très dense à certains moments et très très fine, très très. C'est de la dentelle à d'autres. Et puis le cacao qui est euh, un de mes bébés parce que j'ai découvert le cacao il n'y a pas très 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 longtemps et que il est venu m'aider à finaliser ma renaissance, ma transformation. Et c'est en ça que j'ai envie vraiment d'accompagner avec Mama Cacao, parce que c'est une grand-mère qui prend dans les bras, qui prend Mhm. soin. Euh, ça rend autonome. Et moi, j'ai la volonté de rendre les gens autonomes. Ça permet
de rencontrer ces zones, ces schémas avec subtilité, avec finesse, de nous mettre de cette clarté, cette créativité dont on a besoin, euh, de faire sauter les verrous à certains endroits euh, de stress, d'anxiété pour faire la place à autre chose. Voilà, j'ai la chance d'être aussi porteuse de la médecine de la danse à travers la danse-thérapie, qui est un outil aussi magique et extraordinaire. Mettre du mouvement dans le corps, c'est mettre du mouvement dans sa vie. Je porte aussi euh, l'arbre de vie. Enfin, j'ai pas mal d'outils qui sont des outils très très précieux en narration, mais en d'autres spécialités aussi énergétiques. L'idée, c'est un cocon dans lequel tout est possible à travers différentes expériences. Le secret, c'est la sensorialité. C'est revenir à l'instant présent. C'est revenir aux émotions. C'est revenir à qu'est-ce qui se passe pour moi. Et de cet endroit-là, comment dans chaque euh, expérience, là, ça va être une rentrée sereine, euh, comment je mets des espaces dans ma vie qui me permettent de mettre du calme pour pouvoir gérer ma tempête. Hmm. Mais de la rentrée, par exemple. Et en fait, quand on est une femme d'action, quand on est une femme speed, quand on est une femme qui est partout à la fois, c'est OK, c'est notre tempérament, c'est une forme de masque à certains endroits, mais pas que. Comment je mets des espaces, des moments de calme pour faire mes bases qui puissent traverser ces tempêtes et ne pas se laisser embarquer et disséminer, quoi. Ouais. Faire vraiment ouvrir un espace en soi de sérénité, de calme pour justement traverser les tempêtes. Et dans ce que tu as dit juste avant, tu as parlé du mot-clé finalement de la renaissance parce que pour conclure cette vidéo, on a parlé de l'effondrement à la renaissance et justement d'aller visiter ces abysses pour justement, c'est aussi un autre espace d'aller visiter ces abysses en profondeur pour être en connexion avec la vie, avec ce qui est, dans l'acceptation de ce qui est. Et c'est là, en fait, que ça va se transmuter tout seul. C'est vraiment pas quelque chose de mental ou d'un personnage. C'est d'être en totale osmose et en totale fusion avec ça. Et du coup, comme c'est vu, reconnu par quelque chose de plus grand que nous, c'est transmuté. Et on peut même dire du chaos aux étoiles, où il y a plein de phrases comme ça qui naissent de ça. Est-ce que tu as une dernière petite phrase, une dernière chose qui est brûlant et que tu as envie de dire avant qu'on termine cette interview? Oui, c'est qu'on peut faire ça, on peut faire toutes ces étapes en étant accompagné dans le jeu, Mhm. J-E-U, qu'on peut faire ça tout à fait sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça. Et que c'est vraiment ça l'idée que j'ai envie de transmettre. Aujourd'hui, c'est pas grave en fait. Moi, j'ai mis beaucoup de gravité. J'ai été pas mal aussi dans le personnage de la drama queen. C'est très très bien le personnage de la drama queen. Euh, Très sincèrement, ça peut être léger, ça peut être drôle, ça peut être fun. Après, c'est comment on rencontre et comment on met dans notre environnement des personnes fun, des personnes drôles, avec qui on peut jouer avec ça, déjà de soi à soi, mais de soi aux autres. Voilà. Mais en fait, on est dans un jeu, une programmation, on est dans la matrice et on choisit d'y jouer avec de la gravité ou ben, de la légèreté et du fun. C'est ça. Eh ben, j'adore. Moi, le fun, c'est une de mes valeurs. Donc, merci beaucoup de nous avoir rappelé ça. Et puis, bah, merci beaucoup ton authenticité, ta vulnérabilité et puis ton côté très, très solaire. Je mettrai tout dans la barre d'infos où vous pouvez retrouver M avec tous ces liens. J'imagine que tu as un compte Instagram. Enfin, voilà, je mettrai tout ce qu'il faut. Tu me donneras. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres interviews sur les interviews de Cécile. Au revoir, M. Merci beaucoup. Ah, merci, merci, merci.